Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Cybiopod, je suis votre hôte, Anthony Franck, et Cybiopod est un podcast qui a pour ambition de traiter de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels la race humaine a pu penser jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre qui me tient beaucoup à cœur, et il s'agit de Dune. Alors, pourquoi parler de Dune ? J'ai bientôt 53 ans, dans quelques jours, et Dune, je l'ai lu à 14 ans, et je continue à m'émerveiller de ce que j'arrive à trouver par rapport à ce bouquin, ou en tout cas des analyses, du sens que j'arrive à sortir finalement de ce bouquin, depuis tout ce temps. Et c'est ça que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, parce que à 14 ans, quand j'ai lu ce livre, je n'ai pas, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, je n'ai pas retenu beaucoup de choses de cette œuvre, et ce qui est finalement tout à fait normal pour un adolescent de cet âge-là. Mais le livre a eu un énorme impact en même temps. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des aspects conscients et inconscients qui se sont manifestés chez moi dans la lecture de ce livre. Alors, l'énorme impact, il a commencé de quelle manière ? Je dirais tout d'abord que j'appellerais l'activation de mon imaginaire. C'est-à-dire que avant ça, finalement, je ne me posais pas trop de questions en termes de comment un livre pouvait susciter autant d'imagerie dans ma propre tête. Et après ce bouquin, bien sûr, j'ai continué à me poser la question, mais j'ai surtout commencé à apprécier ce que ce type de livre était capable de générer en moi. C'est-à-dire la capacité de visualiser certaines situations, de percevoir certaines scènes, certaines émotions et certaines relations entre différents personnages. Donc l'activation imaginaire était très très intéressante. Et je crois qu'elle est reliée bien sûr à ce que l'on appelle la plupart du temps l'identification au personnage principal, puisque le personnage principal, Paul Atreides, a 14-15 ans, 15 ans si je me souviens bien. Et j'avais 14 ans et demi, donc quand j'ai lu le livre, l'identification s'est faite immédiatement. C'est-à-dire qu'on se pose, en tout cas moi je me suis posé des questions un peu comme le personnage vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis du relationnel avec mes parents, etc. Donc il y a aussi des éléments que j'ai en commun, entre guillemets, que j'ai considéré avoir en commun plutôt, puisque le personnage principal doit s'exercer aux arts martiaux, et il a également une capacité qui est entraînée chez lui par sa mère à comprendre le langage corporel et les expressions faciales, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces expressions faciales et ce langage corporel, c'est-à-dire être en mesure de faire le distinguo entre ce que dit une personne et ce que le langage corporel et facial peut lui indiquer. Parce que généralement, très souvent, pas toujours, fort heureusement, il y a un différentiel entre les deux, et être en capacité, en tant qu'être humain, de mesurer le gap, de mesurer la différence entre les deux, vous permet généralement de savoir ce que précisément la personne pense, ce que précisément elle ne dit pas, et donc vous arrivez à comprendre les personnages finalement en creux. Donc, alors bien sûr, cette capacité-là, ou disons ces aspects-là, ne sont pas arrivés à 14 ans. J'ai commencé à m'intéresser à cette dimension-là, à cet âge-là. Parce que forcément, je veux dire, comme toute personne qui grandit en tant qu'adolescent, on a parfois un peu du mal à saisir son entourage. Proche et moins proche, d'ailleurs, c'est pas nécessairement le souci, c'est plus les personnes disent des choses. Je veux dire, c'est très naïf ce que je dis, mais ça, je pense que ça a son importance pour des adolescents. Mais les personnes disent des choses, mais les personnes agissent autrement. Et avant les actes, il y a le langage corporel. Avant les actes, il y a les expressions et les mimiques du visage. Donc, très important de comprendre ça. Et c'est dans ce sens-là que le livre m'a passionné, à cet âge-là. Dans ce sens-là aussi, parce que ce sont des considérations typiquement d'ordre personnel. C'est-à-dire, c'est de quelle manière on communique avec les autres, qu'est-ce que les autres communiquent avec nous, et est-ce que l'on comprend l'entièreté de ce qui nous est communiqué. Donc, ce sont des questions qui sont, je pense, fondamentales finalement pour n'importe quel être humain sur cette planète, parce que le jeu de la communication et de la non-communication, le jeu des mensonges, que ça soit direct ou indirect, et le jeu des demi-vérités, est à la base, finalement, des communications qui sont effectuées à titre individuel et au titre du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis le départ et qui continue à me fasciner parce que
Frank Herbert n'hésite pas à mettre le pied dans le plat, quoi. Il n'hésite pas à dire les gens vont vous mentir, les gens autour de vous, proches, moins proches, vont vous dire des choses qui ne sont pas vraies, vont essayer de tordre la réalité à leur avantage et vont essayer de vous aveugler quant à un certain nombre de choses. Alors, il dit ça, mais en même temps, il dit il y a aussi le comportement inverse, qui est la sincérité réelle, qui est réciproquement donnée. Donc, l'affectif et l'émotion réelle qui sont réciproquement données aussi. Et si c'est pas réciproque, c'est pas nécessairement grave, c'est-à-dire c'est que de l'attention et de l'affection sont portés sur des personnages sans nécessairement toujours chercher un retour sur ces aspects-là. Donc ça aussi, c'est très important de le savoir, mais ce qui change, c'est que c'est plus l'exception que la règle, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est un point essentiel de ce livre, c'est que ce n'est pas l'essentiel des communications entre les êtres humains. Donc, bon, ça, ce sont des aspects qui m'ont, comme je l'ai dit, et comme je le répète, profondément marqué et qui me marquent encore. Mais il y en a d'autres, et c'est là où j'ai eu des difficultés à 14 ans à comprendre cette œuvre, c'est que il y a évidemment des présupposés concernant l'organisation et le groupe social humain. Et quand je dis des présupposés, c'est-à-dire on est dans un empire, on est donc dans un système impérial où vous avez un empereur qui a quasiment droit de vie ou de mort sur l'ensemble des habitants des différentes planètes qui composent cet empire. Vous avez une organisation donc d'une part impériale, mais vous avez aussi, et c'est peut-être ces éléments qui étaient difficiles à comprendre pour moi au départ, surtout quand on n'a pas trop de références en matière historique à cet âge-là, vous avez un conseil des nobles, qu'on pourrait, d'un point de vue quasi localement, dire un conseil des barons, si vous voulez. Mais c'est un conseil des nobles à une échelle multiplanétaire. Donc vous avez différentes familles nobles, donc qui ont des titres de noblesse qui leur ont été donnés, soit parce qu'ils sont propriétaires depuis le départ pour des faits d'armes, ou des faits d'ordre économique. Donc c'est très conservateur aussi, hein, tout ça, faut quand même être très clair pour nous mettre dans le bain d'une histoire de science-fiction qui se passe très loin dans le futur. Frank Herbert finalement nous replonge dans les archaïsmes féodaux, de l'humanité. Donc ce sont tout sauf des formes nouvelles en termes politiques et en termes organisationnels des différents groupes humains. Et ça, il faut en être conscient parce que ça a un impact très important sur tout le reste, c'est-à-dire sur comment une petite partie de la population oblige la plus grande partie à agir comme elle l'entend, donc c'est fondamental. Donc vous avez aussi un conseil des nobles qui s'appelle le Landsraad, comme je le disais. Le Landsraad, je ne l'avais pas dit, mais c'est en tout cas comme ça qu'il s'appelle. Vous avez la Shoham, qui est une structure associative qui représente tous les intérêts commerciaux de l'Empire. Et donc vous avez l'Imperium avec son empereur, l'empereur Padishah Shaddam IV. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir les références historiques qui sont données dès le départ, à savoir que l'empereur donc vient d'Imperatores, Imperium, donc vient de la notion romaine de ce qu'est l'exercice du pouvoir sur différentes populations. Et vous avez le terme Padishah, qui est également un terme qui provient de l'Empire ottoman. Donc vous avez une forme d'association finalement, de fusion, de syncrétisme des termes, juste pour montrer de quelle manière le pouvoir s'assoit de manière quasi absolue sur l'ensemble de la sphère d'influence humaine. Il y a des tas de petites notes comme ça, de néologismes ou de petits éléments de cet ordre qui sont indiqués, qui font que ça renforce la crédibilité de l'univers qui vous a été donné de lire. Donc ça, c'est un des points. Vous avez un autre point qui va être important dans l'ensemble de la série, c'est que vous avez différents types de guildes. Donc les guildes sont des formes d'organisation des êtres humains en termes de quels vont être leurs credos, quelles vont être la ligne, on va dire la ligne morale, émotionnelle et de groupe que ces personnes vont suivre. Et parfois la ligne est d'une ligne très pratico-pratique. Si vous prenez une des premières guildes, la guilde des navigateurs, donc ce sont des êtres humains qui ont décidé de passer par la capacité à muter en utilisant une substance dont je vais parler un peu plus tard, qui ont décidé donc de muter pour être en mesure de prévoir les voyages qu'ils effectueront en fait dans l'espace. Donc ça leur permet d'anticiper les problèmes en injectant cette drogue qui leur permet de savoir ce qui peut se produire
lors du voyage qu'ils vont mettre en place. Donc c'est pas le seul groupe, bien sûr, vous en avez d'autres qui sont tout autant importants. Alors on se doute bien que la guilde des navigateurs a une importance fabuleuse dans le sens où c'est finalement eux qui tiennent le commerce, c'est-à-dire sans guilde des navigateurs, vous ne pouvez pas faire de transport de marchandises. N'oublions pas non plus, vous ne pouvez pas faire de transport de troupes aussi également. Et là aussi, ça a son importance, c'est-à-dire que la guilde des navigateurs est séparée de l'Empire. Si l'Empire veut faire quelque chose, ou si des barons ou des nobles veulent faire quelque chose, ils sont obligés de faire appel à la guilde des navigateurs et de payer, bien sûr, rubis sur l'ongle pour avoir accès de manière prioritaire à ces services de transport, donc interplanète, on va dire. Mais c'est pas la seule guilde, puisque vous avez une autre guilde donc qui m'a totalement fasciné en fait dès le départ, dès que j'ai lu les premières scènes de Paul où il s'éveille et où on voit la communication et le relationnel qu'il peut avoir avec sa mère, c'est que les Bene Gesserit donc sont une guilde quasi exclusivement faite de femmes, dans une relation assez particulière de mentorat-élève. Donc il y a pas de... Enfin, il y a certainement des classes, mais puisque, d'après ce que j'ai compris, les Bene Gesserit sont entraînés à un très jeune âge. Néanmoins, ce sont on va dire, les Bene Gesserit sont des fins psychologues, avec des capacités d'analyse hors du commun, d'un point de vue de la biologie humaine, c'est-à-dire qu'elles sont capables, elles ont un contrôle biochimique sur leur propre corps qui est inégalé, elles ont un contrôle musculaire aussi également qui est inégalé, c'est-à-dire qu'elles sont en combat en corps à corps. Elles ont un entraînement extrêmement dur qui leur permet d'avoir le contrôle sur quasiment tous les muscles de leur corps, si ce n'est tous. Donc il y a l'aspect, comme je le disais au tout début, il y a l'aspect art martial, hein, et à 14-15 ans, donc je faisais des arts martiaux. J'avais fait du judo préalablement, je venais d'entamer à cet âge-là, le karaté, et donc je me retrouve avec des considérations d'ordre très pratico-pratique concernant Paul, c'est-à-dire la manière dont il se positionne, en face d'un adversaire, le fait, si l'on doit se battre, c'est pas toujours un choix, c'est parfois une nécessité. On n'a pas toujours le choix du fait d'éviter un combat ou pas. Donc ça aussi c'est important parce que j'avais quelques problèmes à l'école. Et le fait de faire des arts martiaux et de trouver la bonne réponse vis-à-vis des personnes qui cherchaient à me nuire physiquement, à cette époque-là, c'était pas nécessairement évident, c'était entre l'explosion totale et avec les risques que cela suppose, et le fait d'avoir une maîtrise de ce que je faisais, et d'être en mesure de répondre de manière équilibrée, c'est-à-dire être en mesure de stopper quelqu'un, être en mesure de l'arrêter, quelles que soient les choses qu'il puisse effectuer, sans que la personne puisse faire quoi que ce soit contre vous, et qu'elle comprenne que puisque vous êtes en mesure de l'arrêter, vous êtes en mesure d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Donc ça aussi, ça a eu son importance en tout cas, moins forcément à mon âge maintenant, même si je serais en mesure de réagir si c'était nécessaire, mais heureusement c'est pas le cas. Et donc j'ai été totalement fasciné par les Bene Gesserit, du point de vue de l'observation de l'être humain, que ce soit à titre individuel ou à titre du groupe, de l'utilisation de certaines intonations, de la manière dont elles sont capables de trouver du sens entre les intonations utilisées, les mimiques du visage, le comportement, la manière dont le corps bouge à un instant T, et elles sont capables de relier l'ensemble de ces éléments pour avoir un schéma de pensée de finalement quelle est l'intériorité de cette personne à un instant en particulier. Ça, c'était très très fort d'avoir connaissance de ça, et bien sûr de l'utiliser dans ma vie courante, et de voir de quelle manière finalement ça pouvait me permettre de mieux comprendre les gens autour de moi. Donc ça, c'est une des guildes les plus importantes, et d'ailleurs qu'on retrouvera dans l'ensemble de la série. Mais vous en avez d'autres aussi, hein. Vous avez finalement toutes les guildes, on les retrouve. Vous avez bien sûr le Bene Tleilax, dont on n'entend pas parler dans le premier bouquin. Je pense qu'il est cité à une ou deux fois. Vous avez X, qui s'appelle en fait en majuscule, c'est I et X, et c'est en fait la 9e planète. C'est une guilde qui s'occupe de technologie, parce que je suppose que la guilde des navigateurs, bien sûr, elle a besoin de technologie pour les vaisseaux spatiaux qu'ils ont besoin de produire. Et donc, X est spécialisé dans les technologies. Pas trop, mais suffisamment. Parce qu'il faut rappeler aussi que
cet empire a été mis en place après une guerre qui s'est effectuée contre les intelligences artificielles. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on revient vers des archaïsmes en termes politiques, c'est-à-dire que vous avez des anciennes formes, finalement, de domination politique qui se mettent en place, parce qu'il a fallu diriger un certain nombre de troupes, et en grand nombre, pour éradiquer l'intelligence artificielle qui essayait finalement de dominer la sphère humaine. Et donc ça a supposé également, et c'est ça aussi c'est ça qui justifie les guildes, l'ensemble des guildes, c'est que les êtres humains, vous avez aussi les docteurs Suk, S-U-K, si ma mémoire est bonne, qui sont formés par le Bene Tleilax et qui sont en fait, c'est une forme d'agrément interplanétaire qui permet à ces médecins finalement de pouvoir proposer leurs services de médecins à des familles nobles parce qu'ils ont un agrément qui fait que normalement ils ne peuvent pas violer l'agrément en question. Et donc vous avez tout un ensemble comme ça de catégories professionnelles, socio-professionnelles, qui se justifient via les guildes dont elles font partie, quoi. Et ça a beaucoup de sens dans la mesure où, comme on a mis fin à l'automatisation, à la production en série et à l'automatisation, ça suppose que l'huile de coude humaine, qu'on entend par huile de coude, c'est-à-dire la faculté des êtres humains à être productifs par eux-mêmes, physiquement et intellectuellement, est largement plus utilisée qu'elle ne l'était précédemment dans des systèmes automatisés où l'intelligence artificielle avait beaucoup d'importance. Ça, c'est pareil, on est dans un monde très très particulier, donc où l'automatisation, le fait d'utiliser des robots, c'est exactement l'inverse du monde dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Et c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est ça qui a percé mon esprit à l'époque. Donc moi, j'ai lu ce livre en 84-85, c'est que ce livre a été écrit 20 ans plus tôt. Et il parle d'intelligence artificielle sans nécessairement savoir l'importance de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe. On parle d'intelligence artificielle générative telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais finalement, enfin, c'est une série de livres qui propose des solutions radicales, c'est-à-dire l'interdiction de ces systèmes-là dans la sphère humaine. Sinon, il y a un risque de déclassement de l'être humain par rapport à ces systèmes en question. Ce qui est absolument radical et très conservateur. Il faut aussi remettre les choses à leur place, c'est-à-dire ne pas avoir le choix finalement d'utiliser soit des talents humains, soit des talents artificiels, quels qu'ils soient, c'est-à-dire ne pas laisser le choix à la société humaine d'utiliser ce qu'elle veut comme méthode pour produire, ça signifie quelque part qu'on se retrouve dans un système qui est quasi dictatorial, quasi tyrannique, et donc qui justifie bien entendu le retour à un empire. Donc, ne pas oublier cet aspect-là, c'est-à-dire que Frank Herbert, et je reviendrai là-dessus, je pense, dans d'autres podcasts, notamment pour les bouquins suivants, c'est que Frank Herbert regarde les capacités créatives et l'innovation humaine avec un œil très particulier et un œil très méfiant. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance dans la propension de l'être humain à développer des solutions efficaces, des solutions qui automatisent un certain nombre de tâches. Il est au contraire extrêmement méfiant vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est un indicateur précis et particulier dans son œuvre. C'est que je suppose qu'il dirait le contraire s'il pouvait s'exprimer aujourd'hui. Ou pas nécessairement le contraire, mais en tout cas qu'il y aurait des variations bien plus grandes quant à sa pensée, bien sûr, quand c'est dans ces aspects-là. Mais néanmoins, dans le bouquin, c'est ça qui est indiqué. C'est que ce que ne dit pas Frank Herbert, c'est qu'en creux, plus on va automatiser les choses, et moins l'être humain aura de place. Et il n'a pas tort de le signaler, puisque finalement, on se retrouve 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, et on se retrouve précisément 60-65 ans plus tard, on se retrouve précisément dans cette situation où les systèmes automatisés, la production automatisée, laissent de moins en moins de place à l'être humain, d'accord ? Il faut quand même bien signaler cet aspect-là. Et comment une population qui atteint les 8 milliards d'individus va continuer à vivre si finalement
l'être humain en tant que tel n'a pas les moyens pas le contrôle de ses propres moyens de subsistance et que tous ces moyens de subsistance sont passés par des structures dont les propriétaires n'ont pas nécessairement envie de partager la valeur. Je veux dire, ce n'est pas dit directement dans le bouquin, mais la question se pose automatiquement si on peut me permettre d'utiliser ce mot pour ce sujet particulier. Donc c'est ça aussi qui a un impact fort, c'est que vis-à-vis de ce livre, c'est que quand je le lis, je me rends compte que je suis en train de lire quelque chose qui est fait pour moi, hein, c'est-à-dire qui est fait pour les adolescents, mais pas seulement. Et c'est là aussi où il me faut indiquer que Frank Herbert est très... les aspects pédagogiques de ce livre sont extraordinaires. C'est difficile. J'ai peu entendu de gens dire, enfin j'en ai entendu, mais j'apprécierais que l'argument soit, au-delà de dire c'est pas un bon bouquin, que les gens soient capables d'argumenter et en tout cas d'indiquer de quelle manière et en quoi ce bouquin n'est pas bon, mais parce que je l'ai entendu à une fois ou deux, mais les gens sont pas allés très loin. Mais moi, c'est plutôt l'inverse que je dis, c'est-à-dire que c'est un livre, c'est même carrément l'inverse que je dis, c'est un livre qui, d'une part, fait en sorte de vous mettre dans la peau du personnage très rapidement, et ça, pour un adolescent, c'était super, c'était très intéressant. Mais d'autre part, vous inculque et vous met une pression, je dirais, importante pour comprendre un certain nombre de sujets qui sont tributaires et qui sont le corollaire de l'existence de l'univers dans lequel vous vous êtes plongé en lisant ce livre. Ce qui fait que, même si vous ne comprenez pas, et c'est ce qui m'est arrivé, hein, moi je n'ai compris, la première fois que j'ai lu ce livre, je n'ai compris que l'action, quoi, je n'ai compris, et même l'action, elle n'est pas si importante que ça, c'est un tiers du livre, tout le reste, en fait, ça va bien au-delà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui m'a fait réfléchir après coup, c'est que je me rappelle quelques années plus tard, en étant étudiant à l'université, je passe un oral d'économie, et donc je vous parle de ça dans les années 90, début des années 90, et je me retrouve en face d'un professeur d'économie où je dis, on a l'impression que la mondialisation, ou quand on parle de mondialisation, il y a une forme de féodalisme planétaire qui se met en place, où il s'agit finalement d'acquérir les moyens de production, et pas que de production, hein, de moyens de production, de communication et de financiarisation de l'économie, qui permettent en fait de mettre en place un système quasi féodal à l'échelle planétaire, et où finalement le système démocratique tel qu'on l'a vécu précédemment et qui a permis, je dirais, l'émergence des Trente Glorieuses, etc., le système démocratique ne correspond plus qu'à une forme de déguisement ou de camouflage d'un système féodal, donc bien entendu qu'on appelle néolibéral maintenant, mais je veux dire, le lien de vassalité que l'on trouve dans le féodalisme se retrouve d'un point de vue économique à l'heure actuelle à des tas d'échelles. Et la démocratie, finalement, en quoi et comment peut-elle être justifiée dans un système tel que celui-ci, et si ce n'est que comme forme de déguisement. Donc ça aussi, je dis ça donc pendant un oral d'économie, hein, qui s'est très bien passé au demeurant, et c'est ça qui vous met un peu par terre, quoi, de vous rendre compte qu'un livre qui a été écrit dans les années 60 vous confronte. Donc ça veut dire que la confrontation, bien sûr, existait déjà, mais ça veut aussi dire que 50, 60 ans après, on se trouve toujours dans les mêmes types de problématiques, quoi. Alors, je tenais à revenir un petit peu sur la guilde des Bene Gesserit, puisque j'ai expliqué très brièvement son mode de fonctionnement. Mais il y a une chose qui est importante de rappeler, c'est qu'elles ont un contrôle de leur corps qui est extrêmement pointu, extrêmement précis, c'est-à-dire que les échanges biochimiques à l'intérieur de leur corps, les Bene Gesserit sont capables donc d'effectuer des changements volontairement. Donc de changer la chimie, la biochimie de leur corps. Donc ça, c'est un facteur important. Il y a bien sûr les capacités de contrôle neuromusculaire qui sont aussi extrêmement importantes, étant donné que si elles doivent se battre physiquement, elles sont en mesure de montrer une agressivité très importante. Il faut aussi se rendre compte, c'est que écrire quelque chose comme ça dans les années 60, donc en 64, 60, donc début des années 60, enfin c'est qu'il a écrit Dune pendant une dizaine d'années. Il a dû écrire Dune, il a dû commencer
au milieu des années 50, les premières publications du livre sont en 64. Il faut quand même se rendre compte et remettre les choses dans leur contexte. C'est justement écrire quelque chose comme ça. Pour finalement dire attention, les femmes ont un pouvoir physique important à ne pas sous-estimer. C'est ce qu'il dit, hein. Alors, il est bien plus précis que ça, dans le sens où ce sont des capacités martiales et des capacités d'observation telles des radars sur pattes, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais c'est ce qu'il dit, mine de rien, ne pas sous-estimer le pouvoir des femmes et le pouvoir du groupe féminin. Et ça aussi, c'est important. J'ai cru entendre une actrice en particulier, donc qui est celle qui joue le rôle de Jessica à l'heure actuelle, plus ou moins critiquer le livre en disant que c'était un bouquin de son époque, alors que c'est justement l'inverse, je pense qu'elle aurait dû dire, c'est-à-dire que c'est un livre qui célèbre les femmes et qui en même temps se permet bien sûr une certaine critique des capacités du genre féminin, sans être dans de la misandrie, de la misogynie, dans des guerres genrées, etc. Que l'on doit subir, si je puis dire aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Au-delà du côté intéressant, c'est que la dichotomie entre l'époque à laquelle il a pu écrire ce livre, donc le contexte social et le consensus entre les hommes et les femmes des années 50 et le fait d'écrire quelque chose comme Dune, donc avec un groupe féminin rempli de pouvoir, c'était assez... fallait oser le faire quand même, je pense. Alors peut-être qu'il y avait aussi une certaine liberté que nous n'avons, une liberté d'écriture. C'est ce qui m'étonnerait quand même aussi un petit peu. On est quand même dans les années 50. Il y a le macartisme, il y a quand même pas mal de choses qui se passent aux États-Unis qui sont pas très... qui sentent pas, on va dire, la liberté de penser et la démocratie à tout crin, quoi. Donc, il y a un autre élément aussi qui me semble important, c'est que... Et qui me marque de suite, hein, parce que quand on parle de groupe féminin, c'est que c'est très chargé finalement ce dont parle Frank Herbert, c'est-à-dire qu'il explique que les Bene Gesserit, utilisent leurs compétences physiques, c'est-à-dire en matière de biochimie et en matière de relaxation particulière et en matière de contrôle musculaire, utilisent ce pouvoir pour devenir des concubines auprès du Landsraad. Donc le Landsraad étant le conseil de l'ensemble des maisons nobles de l'Empire, les Bene Gesserit peuvent devenir des concubines auprès de la jante masculine du Landsraad. Donc ce qui signifie qu'il y a une influence immédiate, c'est-à-dire si les nobles, les barons, comtes et autres titres de noblesse succombent à la sirène du Bene Gesserit pour obtenir des concubines, ça veut dire que, vous voyez, il y a de suite une espèce d'attrait. On n'est pas dans la prostitution, ni dans l'escorte, l'escortisme, si le mot peut se dire, mais on est presque dans quelque chose d'approchant. C'est vous allez bénéficier des pouvoirs du Bene Gesserit et des capacités et de l'apprentissage sexué que les Bene Gesserit peuvent avoir. C'est pas dit directement, c'est jamais dit directement, mais c'est quand même directement intégré dans le programme des Bene Gesserit et c'est appuyé à plusieurs reprises dans le livre. Donc ça aussi, c'est difficile de passer à côté. Quand vous êtes un jeune adolescent, que vous lisez des choses comme ça et que vous comprenez les sous-entendus, le sous-entendu, c'est dire attention, la sexualité dans la vie d'un individu, notamment de sexe masculin, mais pas que de sexe masculin bien sûr, la sexualité est extrêmement importante et donc les tentations vont arriver très tôt et faire attention justement à ce qui va vous tenter et être en mesure de bien saisir et de bien faire attention aux signaux d'alerte si vous en avez quelques-uns à certains moments. Il y a quelque chose quelque chose de l'ordre de la prévention, ouais, de la prévention en effet dans ce livre. C'est-à-dire, il vous indique sans l'indiquer que ouais, le sexe, ça peut être chouette, ça peut être sympa,
peut passer de bons moments, mais ça a un impact bien plus important sur le devenir d'une personne que le simple moment que l'on va passer. Donc c'est-à-dire la relation, si vous voulez, entre le psychologique et le sexuel, et la sexualité, est de suite intégrée à travers le côté symbolique que représente le Bene Gesserit par rapport à la jante masculine. Et ça, je l'intègre très très rapidement. Alors peut-être à tort, hein, mais je ne pense pas finalement. Je pense qu'au contraire, ça m'a pas fait de mal. Ça m'a évité un certain nombre de soucis, en tout cas à titre personnel. La seule chose que je peux dire dans ce channel, dans ce podcast, c'est que Frank Herbert essaye de nous avertir de l'importance de la sexualité dans la vie humaine, dans les relations humaines, et de l'influence que peut avoir cette sexualité sur ce que l'on pense, que l'on observe, sur les actions que l'on peut effectuer. Donc c'est ça aussi que j'ai trouvé très très fort. Je veux dire, j'ai pas lu énormément de bouquins qui se permettaient de dire des choses de cet ordre-là. Et lire ça à 14 ans, je pense que c'était pas anodin. Et enfin, comprendre ça, mais quasiment de manière inconsciente, c'est pareil, c'était pas quelque chose de directement en face de mes yeux, quoi. Mais c'est juste que effectivement, l'adolescent que j'étais, c'est... Bon, de toute façon, j'ai grandi dans un environnement mixte, donc que ce soit dans mon voisinage ou que ce soit à l'école. Donc, il n'y avait pas de souci, en fait, de relationnel. Comme tous les adolescents, je veux dire, on se confronte et on se frotte au sexe opposé. Donc, dans ce sens-là, il y a un apprentissage en effet qui s'effectue, mais en lisant ce livre, il y a une couche supplémentaire de connaissances en fait qui se met en place sans qu'on s'en rende compte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment utile pour arriver à percer parfois certaines, même si on ne perce pas tout, même si on ne comprend pas tout, même si on comprend que plus tard ou pas de suite certains comportements, certaines attitudes, certains modes de fonctionnement. En tout cas, ça permet de déchiffrer, de déchiffrer, c'est peut-être pas le meilleur verbe à utiliser dans un cadre comme celui-ci, mais ça permet de se frayer un chemin, c'est peut-être plus adéquat, dans la compréhension des relations hommes-femmes et de ce qui est en jeu. Et de la guerre de pouvoir qui existe entre les deux sexes. Il faut pas la fameuse phrase sex is not about sex, sex is about power. Le sexe, la sexualité, le sexe, ce n'est pas à propos du sexe, c'est à propos de la notion de pouvoir. Il y a du vrai, hein, je veux dire, et puis je pense qu'on a une époque où c'était tellement exacerbé d'ailleurs, que ça en devient ridicule, qu'on en a oublié que la complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais bon, ça encore une fois, c'est aussi un autre sujet. Mais bon, je tenais à insister sur cet aspect-là parce que j'en avais pas beaucoup parlé précédemment. Il y a un autre aspect qui me semble aussi vital à évoquer, c'est les aspects spirituels et psychédéliques dans Dune. Donc il faut se rappeler, hein, Dune sort dans les années 60. Hein. Donc les années 60, c'est bien entendu, on pense aux hippies, on pense au LSD, on pense aux champignons, etc. etc. Il faut pas se leurrer, c'est l'époque qui veut ça. Donc les drogues psychédéliques qui sont utilisées, d'autant même un petit peu plus aux États-Unis d'ailleurs qu'elles ne sont consommées, je pense ailleurs, notamment en Europe, peut-être en Europe, mais là je ne savais pas et puis de toute façon je n'étais pas né, donc la question ne se pose pas. Mais c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Alors d'ailleurs, clairement, je pense que Frank Herbert a en partie écrit un certain nombre d'éléments du livre en étant sous influence. Je pense que, pas besoin il n'y a pas besoin d'utiliser des drogues personnellement pour se rendre compte qu'il y a des écrits à certains moments. C'est à se demander où est-ce qu'il est allé les chercher. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait justement le sel du bouquin, c'est que c'est pas juste la consommation qui compte, c'est la recherche, c'est l'exploration de la vie intérieure que permettent ces drogues. Donc ça aussi, ça m'a marqué parce que, alors bien entendu, on est dans un contexte science-fictionnel et donc Paul
risque sa vie à plusieurs reprises d'ailleurs en prenant certaines formes très dures de drogue psychédélique pour étendre la vision du futur qu'il peut avoir. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que d'un point de vue personnel et d'un point de vue pratico-pratique, et sans parler des drogues, c'est-à-dire que vous lisez quelque chose comme ça et vous finissez par vous demander, par vous dire très tôt, relativement jeune, donc la vie intérieure, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que la vie, c'est pas juste les signes extérieurs de richesse, c'est pas juste avoir plus que le voisin, avoir plus que la voisine, être adulé, etc., etc. Non, c'est-à-dire il y a une richesse intérieure possible à explorer, il y a un voyage intérieur à faire qui peut avoir son intérêt parce que vous allez découvrir des choses de vous-même auxquelles d'autres n'auront peut-être pas accès. Et c'est le seul élément de comparaison, parce que à la limite, si vous pouvez aider ces personnes à faire ce voyage également, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça aussi, c'était absolument fabuleux. Donc, de le voir dans les extrêmes, dans le sens où cela fait avancer l'histoire dans Dune, puisque Paul est très susceptible, donc à l'épice dans Dune, et que par la suite, il va prendre une forme plus concentrée encore d'épice, qui va finalement le métamorphoser, on va dire, intérieurement, et qui va lui permettre d'avoir des visions, que ce soit du passé, que ce soit du futur. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça permet, c'est pareil, par un procédé, un processus de corrélation. Alors, je devrais peut-être pas dire ça ici, mais j'ai jamais pris, j'ai jamais touché à des drogues, que ce soit psychédéliques ou pas. Mais même sans ça, c'est-à-dire le fait de lire des bouquins comme ça vous donne c'est-à-dire ça vous donne envie de faire une recherche sur vos états mentaux. C'est-à-dire, si vous êtes déprimé, pourquoi vous êtes déprimé. Mais pas que, c'est-à-dire, comment se fait-il qu'on ait des flashs de conscience, c'est-à-dire qu'on voit des visages apparaître juste avant de dormir, des choses comme ça, ou des lieux, ou des rêves très précis, avec des messages très précis. Donc tout ça est très intéressant parce que ça vous donne en fait accès à des clés petit à petit. Alors bien sûr, il n'y a pas que... Je mentirais si je disais que c'est Frank Herbert qui m'a donné accès à ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi lire un peu de Freud, un peu de Jung, pour commencer à saisir ses propres clés inconscientes afin d'arriver à déchiffrer les messages que votre inconscient essaye de vous faire parvenir. Donc c'est un aspect, je pense qui était tout simplement essentiel au livre, parce que, je veux dire, sans ça, vous avez juste quoi, un système féodal interplanétaire. Donc c'est pas très fun, quoi. C'est même c'est cruel, c'est dur, c'est froid, c'est une compétition entre différents groupes. Et cet élément, en fait, c'est presque l'élément inconnu. Et d'ailleurs, qui rend le personnage de Paul d'autant plus intéressant, surtout quand il est confronté à ses adversaires, quoi. Voilà, je pense que c'était important de souligner cet aspect. Un élément phare qu'il va falloir évoquer dans ce podcast concernant Dune, c'est bien sûr la problématique écologique. C'est, à mon sens, relativement difficile de parler de ce livre sans discuter un tant soit peu de cet élément, parce que finalement c'est l'ensemble planétaire, problématique écologique, qui lie l'ensemble des problématiques humaines qui se trouvent sur la planète Arrakis. Et à un niveau parfois qui est assez profond, que ce soit figurativement ou à proprement parler, puisque les Fremen s'enterrent pour éviter la dureté du climat. Donc ça, de suite, enfin, il y a de l'importance, c'est que à l'âge que j'ai au moment où je lis ce bouquin, je suis immédiatement interloqué, interpellé par la chaîne de conséquences, on va dire. C'est-à-dire que... Et puis, il faut remettre les choses dans leur contexte, dans mon contexte personnel. Je veux dire, je vis dans le sud de la France, avec un climat tempéré, donc avec les saisons qui sont très, très différenciées, mais un climat qui est relativement doux. Certes, il arrive parfois que dans le sud de la France, et notamment dans le sud-ouest, vous puissiez vous trouver avec plus de 40 degrés, c'est arrivé dans les années 70, etc. Mais je veux dire, globalement, on n'a pas à se plaindre, quoi. C'est un climat relativement tempéré, donc les excès de part et d'autre, on les connaît pas trop, quoi. Ça arrive de temps en temps, en pic de temps à autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je suis assez interloqué quand je lis ce bouquin, parce que
D'une part, il parle de quelque chose ou d'un climat qui est quasiment toujours le même. Ça veut dire que la planète est soumise à des températures très importantes et à un ensoleillement très important. Donc ça signifie que les ressources en eau sont faibles, ou en tout cas qu'elles ne se trouvent pas à la surface de la planète. Donc il s'avère que bien sûr il y a la possibilité de trouver de l'eau, mais que pour ça il faut se creuser la tête et le sable, et qui a tout un ensemble aussi écologique, hein, avec les vers des sables, avec les truites des sables, donc qui arrivent à survivre dans ce contexte très difficile. Mais au-delà de ça, comme je le disais précédemment, moi, ce qui me choque, c'est cette sensibilisation, cette notion de cycle écologique, donc de cycle écologique et biologique, donc pour les vers des sables, et ce à 14 ans, à 14-15 ans, quoi. Je veux dire, j'ai pas de compréhension de cet aspect avant de lire ce livre, finalement. Dire, je me pose pas de questions sur le climat avant, et c'est à partir du moment où je lis ce bouquin que je me rends compte que la notion de cycle, ça signifie bien ce que ça veut dire, hein. Ça signifie que ce que vous mettez dans un système revient vers vous, hein. Donc si vous ne mettez pas finalement des systèmes naturels qui permettent de produire de l'oxygène et qui permettent d'avoir une atmosphère relativement épaisse en fait pour créer des nuages et bloquer le soleil et être en mesure de créer de la pluie par exemple, hein, vous êtes dans un système qui finalement s'appauvrit, qui va être très différent et qui va être surtout bien plus difficile pour que la vie humaine puisse progresser. Donc ça, je comprends ça finalement très rapidement, c'est explicite. Je veux dire, au vu des expériences que Frank Herbert a pu effectuer avant d'écrire le bouquin et des petites expérimentations qu'il a fait sur des dunes justement, pour faire en sorte que ces dunes se transforment en collines verdoyantes, donc où est-ce qu'il faut planter des plantes susceptibles de prendre racine dans les dunes, pour faire en sorte que ces dunes progressivement puissent être fixées, donc ne pas bouger et se transformer en des petites collines. En fait, c'est des expérimentations, je connais pas précisément la profondeur, hein, de ces expérimentations, ce serait mentir. Par contre, c'est intéressant de voir que le soubassement du bouquin est donc lié à des recherches que Frank Herbert a pu effectuer, et que ça l'a amené vers une direction particulière en se posant la question de comment une culture qui vit dans des conditions très difficiles en termes climatiques peut arriver à exister. Donc ça, voilà, difficile de passer à côté, surtout qu'il y a des conséquences dans des tas de domaines. Il est évident que ça a des conséquences donc sur l'habitat, comme je le disais précédemment, puisque pour l'essentiel, vous êtes obligé sortir à l'extérieur est une opération dangereuse, donc l'habitat doit être confiné derrière d'épaisses murailles, à minima, ou derrière de la roche qui a été préalablement creusée. Donc ça signifie que le transport aussi, c'est quelque chose de complexe. Bon, les Fremen ont leur propre solution pour ça. Inutile d'insister sur cet aspect, je pense que ceux qui ont lu le bouquin le savent, et ceux qui verront le film le sauront assez rapidement. Mais il y a aussi finalement la notion pas la notion, mais le fait que comme le climat est un climat relativement dur, vous avez donc le phénomène des vers des sables, qui peut être un phénomène mortel, si vous ne savez pas de quelle manière l'apprivoiser. A priori, savoir faire attention et connaître les signes avant-coureurs. Les tempêtes de Coriolis aussi, qui sont des tempêtes de sable où je crois que le sable va à plus de 500 ou 600 km/h, pour faire la tempête en question. Donc ça veut dire que ça vous arrache la peau, hein, littéralement. Donc c'est pas rien. Et le fait que l'eau est devenue extrêmement précieuse, dans le sens où même l'eau d'un cadavre humain peut être récupérée, en faire bénéficier la collectivité. Vous vous rendez compte, quand je parle de notion de cycle, voilà, c'est-à-dire que tout est lié, tout est vraiment lié. L'eau que vous consommez, l'eau que vous récupérez, l'eau que vous versez, l'eau que vous êtes en mesure de récupérer, qu'est-ce que vous remettez dans le climat, qu'est-ce que vous en prenez. Toutes ces réflexions s'enclenchent petit à petit, on se rend compte qu'il y a une chaîne de cause et effet importante, quoi. Et bien sûr, on est dans des civilisations humaines, donc qui dit civilisation humaine dit aussi malheureusement des massacres et des massacres de masse ou que l'on appelle des guerres. Si vous vous trouvez dans un environnement de ce type, ça veut dire que toutes les stratégies, vous devez adopter des stratégies et des techniques qui sont fonction justement des présupposés. Et les présupposés, ce sont le terrain et ce sont le climat. C'est-à-dire, vous devez vous adapter à ça avant d'avoir des stratégies et des tactiques. Et c'est également la même chose pour le matériel finalement.
tout le matériel, tous les armements auxquels vous avez accès doivent être adaptés à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si c'est pas le cas, vous allez vous retrouver avec du matériel qui ne fonctionnera pas, ou qui fonctionnera pas très bien, ou qui sera pas adapté aux conditions de combat dans lesquelles vous vous trouvez. C'est ça qui a, je crois, électrisé littéralement ma cervelle de gamin, d'adolescent, que je me suis vraiment retrouvé avec quelque chose de puissamment évocateur, qui embrasse l'ensemble des problèmes que la race humaine, dont lesquels, enfin, la race humaine a déjà un certain nombre de ces problèmes-là dans notre réalité, et même si c'est transposé dans une fiction, en tout cas on se rend compte à quel point ces problématiques peuvent radicalement changer du jour au lendemain. Et donc c'est finalement peut-être la conclusion auquel je voudrais arriver, c'est que vous avez une forme de multidimensionnalité. Je suis arrivé à le dire, dans ce livre et dans les 5 autres qui suivent, qui fait que vous comprenez, vous avez accès à la richesse intérieure, c'est-à-dire à une richesse psychologique intérieure d'un personnage qui est dans un positionnement très particulier, une position de pivot, puisque c'est le personnage principal, qui va lui permettre de pivoter vis-à-vis de tous les événements politiques, économiques et militaires, et naturels, et biologiques, et spirituels également. Donc voilà, une multidimensionnalité avec un personnage pivot, auquel vous avez accès donc, comme je disais, à cette fameuse richesse intérieure, mais pas que. Vous avez accès à des tas de niveaux, à des niveaux écologiques, comme je le disais, économiques, la dimension politique, la dimension militaire. Vous avez toutes ces dimensions-là. Et je ne comprends à cet âge-là, je ne comprends que 10-15% de ces éléments. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses à comprendre dans ce livre que je ne le comprends immédiatement. Donc c'est vraiment ça qui fait la force de ce livre, c'est cet accès. Il y a peu de bouquins qui sont capables de faire ça. On pourra critiquer autant qu'on veut finalement. Enfin, moi j'ai pas de souci avec les critiques de bouquins, je veux dire, du moment qu'elles sont justifiées, je suis prêt à écouter, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais cette capacité à embrasser l'ensemble de l'expérience humaine dans un livre qui est fait en grande partie pour des adolescents, mais pas que, excusez-moi du peu, mais c'est rare. C'est peut-être pas pour rien que ce livre a le succès qu'il a encore aujourd'hui, donc on est en 2024 et qu'il a encore adapté aujourd'hui en film, hein. C'est que c'est un livre qui va très très loin dans ce qu'il explique ou dans ce qu'il essaye de décrire. Et tout ça avec au centre, c'est pas des machines qui sont au centre, c'est pas des technologies qui sont au centre, c'est l'être humain, c'est la capacité de l'être humain à se dépasser en tant qu'être humain. C'est-à-dire, et pas se dépasser dans une course effrénée à l'effort, hein. C'est pas nécessairement ça. C'est la capacité de l'être humain à se dépasser en termes de qu'est-ce qu'il comprend, quelle est sa fonction de pivot justement, et de quelle manière il s'insère dans une niche écologique, économique, politique particulière. C'est cette capacité à survoler, observer, comprendre le rôle qu'on peut jouer, comprendre les changements de rôle qui peuvent être effectués. C'est ça qui est absolument incroyablement évocateur pour un bouquin qui peut être lu par des adolescents, quoi. Sachant que Frank Herbert va continuer de toute façon à faire des bouquins dans ce genre-là, hein. Alors les bouquins suivants vont être bien plus surprenants parce qu'il y a quelque chose de très archétypal, hein. Faut pas non plus se cacher et se voiler la face. Paul est un héros classique. D'ailleurs, le bouquin sort dans les années 60, donc, les aventures colonialistes de l'Occident commencent à montrer, les indélicatesses qu'elles ont pu et qu'elles ont su produire, et c'est un euphémisme que de l'exprimer de cette manière-là, même si on est à une époque où des gens voudraient dire le contraire. Je leur demanderai de se référer à un certain nombre de livres d'histoire pour se rendre compte de la réalité des faits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que avec tous les autres bouquins, finalement, on va rentrer encore une fois dans une lutte de pouvoir, dans un conflit, donc une lutte de pouvoir. Le conflit étant de toute façon à la base de beaucoup d'éléments de narration, quels qu'ils soient. Mais dans cette série de livres, donc dans les suivants, c'est vrai qu'on se trouve à chaque fois dans une thématique où il y a une passation violente et contestée du pouvoir. C'est une évidence. Et que tout tourne autour de cela, mais les sacrifices aussi à faire pour obtenir le pouvoir en question sont également bien montrés. Tout ça pour dire que finalement l'être humain, aussi complexe, aussi évolué soit-il, finit par payer le prix finalement des conquêtes qu'il a dû faire. Et ma foi, c'est une conclusion plutôt intéressante aussi, hein, de savoir qu'il n'y a pas de victoire parfaite, il n'y a pas de conquête parfaite, il n'y a qu'un mélange de joie et de peine, et qu'il faut faire avec. Ma foi, c'est une leçon humaine plutôt valide à retenir. Voilà, donc
je finirai sur ces mots. J'espère que l'exploration que j'ai faite de ce livre vous aura plu. Je vous dis donc au prochain numéro de ce podcast, donc la semaine prochaine, en espérant en tout cas que l'expérience de cette écoute aura pu vous satisfaire. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.